Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait mal. Une vidéo où on va regarder la performance de mes investissements depuis quasiment 5 ans. On va prendre une date de début, début avril 2020, là où j'ai commencé à investir beaucoup, puisque quand on regarde les chiffres de mon PEA, on peut très vite être, j'ai envie de dire, berné par la performance qui semble intéressante, puisqu'effectivement on est sur des chiffres qui sont relativement intéressants. Un PEA à plus de 200 000 euros, on est sur une performance annuelle à plus de 20%. Ça reste quand même des très bonnes performances. Néanmoins, il est toujours intéressant de regarder la performance de son portefeuille par rapport aux indices boursiers de référence. Alors, ça dépend à quoi vous vous affiliez. Est-ce que votre indice boursier de référence, c'est le CAC 40 en France? Est-ce que c'est le S&P 500 aux États-Unis? Est-ce que c'est le MSCI World dans le monde développé ou bien le Nasdaq pour la technologie? Peu importe, mais ça donne toujours des informations très intéressantes, surtout sur le long terme. Pour rappel, moi, j'ai un portefeuille qui est un petit peu particulier puisque j'ai un portefeuille qui est largement pondéré en Asie et avec une performance qui est plus que mauvaise, on va pas se mentir, hein, puisqu'on est à des plus-values latentes de 8%. Déjà, ça fait que très peu de semaines qu'on est en positif et surtout 8% sur plusieurs années, c'est absolument dramatique et ça réduit la performance de mon portefeuille de manière vraiment massive. On est quand même sur des montants qui sont importants, mais on s'en rend pas forcément compte lorsqu'on va pas sur cet onglet performance que vous pouvez trouver sur Boursorama et qui, à mon sens, est un onglet très intéressant parce que vous pouvez vraiment avoir les chiffres intéressants. Surtout qu'il faut bien comprendre que la performance d'un portefeuille, elle est un petit peu compliquée à calculer puisque elle est modifiée par l'ensemble des apports que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous êtes à plus 10% sur un portefeuille à 1000 euros et que vous rajoutez 1000 euros, ces 1000 euros, ils ont fait 0% de performance, donc vous pouvez avoir l'impression d'avoir fait uniquement 5% de performance si vous regardez vos plus-values par rapport à votre capital total. Et bien finalement, Boursorama, ce qu'il fait, c'est qu'ils ont un algorithme pour calculer de manière justement à retirer les apports et les retraits de l'équation et savoir vraiment quelle a été la performance de votre portefeuille d'un point de vue choix d'investissement. Et donc, on retire vraiment de l'équation tout ce qui est lié aux apports. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que sur une année glissante, mon portefeuille est à plus 20%. Bon, ça, c'est intéressant. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut comparer par rapport aux indices de référence, typiquement au CAC 40. Si on regarde par rapport au CAC 40, bon, là, on voit effectivement que mon portefeuille s'en tire évidemment très, très bien, puisque sur la dernière année, ça n'a pas été une très bonne année pour le CAC 40. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir sur des périodes un petit peu plus longues. Si on personnalise la durée et qu'on met, par exemple, le premier... Je vais y arriver. Hop, personnaliser. Je vais peut-être y arriver. 1er avril 2020. Non, je vais pas y arriver. Est-ce qu'on peut avoir au moins 2020, s'il vous plaît? Merci. On va laisser calculer un petit peu. Et là, on voit que les résultats sont tout de suite beaucoup moins clairs. Alors, pour rappel, hein, le violet, c'est mon portefeuille, et le bleu, c'est le CAC 40. On voit qu'au début, il y avait une très forte corrélation, et puis pendant les périodes de crise, ça se décale. Et là, à partir de 2022, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu vraiment un gros boom des actions françaises, et notamment de LVMH, qui a décollé bien devant plein d'autres entreprises de la tech qui galéraient. Et cet écart qui s'est creusé est en train de se réduire, mais aujourd'hui, il ne s'est pas réduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à l'époque où j'avais commencé à investir et à chaque fois que j'avais fait des investissements, au lieu d'investir sur les États-Unis, sur le Nasdaq, sur le CAC 40, sur les small cap, toutes les lignes que j'ai finalement, j'avais investi uniquement sur du CAC 40, aujourd'hui, je serais à une performance cumulée de 54% alors que je suis en réalité à une performance de 51%. Et donc finalement, c'est quand même assez parlant parce que ça veut dire que même le CAC 40, qui est quand même pas l'indice le plus performant de tous les temps, eh bien aujourd'hui, je ne le bats pas. Mais bien évidemment, l'addition risque d'être encore plus salée quand on va comparer à, pour moi, l'indice qui est le plus pertinent pour être un indice de référence, c'est le MSCI World, donc les entreprises les mieux capitalisées d'un point de vue européen, mais aussi États-Unis et pays développés de manière générale, puisque ça prend en compte aussi le Japon. Et là, on va voir que l'écart, à mon avis, va être bien plus grand. Et effectivement, alors paradoxalement, j'ai eu un portefeuille qui a dominé l'ETF Monde pendant quasiment un an, hein. On peut le voir ici. Donc à court terme, effectivement, ça veut rien dire, mais on voit que petit à petit, eh bien, il y a comme un écart qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet écart qui se creuse, eh bien,
avec les intérêts composés, il ne fait que s'amplifier. C'est-à-dire que si mon rendement, c'est 3 et que le rendement l'indice de référence, c'est 4, eh bien, comme les 4 rapportent plus d'argent, eh bien, les 4 supplémentaires grossissent encore plus vite que mes 3 à moi. Et c'est ce qui fait que là, typiquement, sur une période de 4 ans, eh bien, mon portefeuille, il a fait 51 de performance, ce qui, ma foi, est raisonnable. Mais en fait, ça sert à rien de regarder la performance dans un trou noir, parce qu'effectivement, tout dépend du contexte. Et aujourd'hui, le contexte, c'est que les pays, j'ai envie de dire, développés, ont fait quasiment 80% de performance lors de ces 4 dernières années. Donc c'est quand même une différence massive, puisqu'on est sur une différence de 30% par rapport à mon portefeuille. Alors, là où il ne faut pas se tromper, c'est que le manque à gagner, il n'est pas de 30% de la valeur de mon PEA aujourd'hui, puisqu'une grosse partie de cette performance, et d'ailleurs on le voit ici, hein, elle a été faite lors de la première année, parce que c'était le rebond du Covid, et donc les choix d'investissement ont été pertinents parce qu'il y avait beaucoup d'actions qui étaient en baisse. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un point de vue argent, ça représente peu d'argent. Parce qu'en fait, là, moi, quand j'investissais à cette période-là, j'avais pas des dizaines et des dizaines de milliers d'euros investis. Donc le manque à gagner n'est pas de 30% de 200 000, mais 30% de beaucoup moins. Néanmoins, sur le long terme, ça dit une réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis un investisseur plus que médiocre. Et les biais de confirmation qui me font conserver mon allocation actuelle, clairement me coûtent de l'argent et m'ont coûté de l'argent lors des dernières années. La seule motivation aujourd'hui qui me pousse à garder une part importante de mon portefeuille dans les pays émergents malgré cette sous-performance, c'est une espèce finalement d'assurance. C'est-à-dire que je suis un petit peu protégé contre un changement d'ordre mondial qui dirait que potentiellement les pays émergents verraient leur croissance d'un point de vue boursier dominer les États-Unis petit à petit. Au fond, j'ai déjà ces pays émergents dans mon portefeuille, donc j'ai pas besoin de changer grand-chose. Ils se développeraient automatiquement. J'aurais pas besoin, contrairement aux gérants de fonds plus standards qui ont que des pays développés, à un moment de se poser la question, ok, est-ce que c'est pas le moment d'investir dans les pays émergents? Et cette question du timing, elle est évidemment très compliquée à résoudre. Moi, j'ai pas ce problème à me poser. Néanmoins, en attendant, tant que ce n'est pas le cas, et peut-être que ça ne sera jamais le cas, eh bien, je sous-performe de manière très claire, finalement, le marché. Et là, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est que la première année, effectivement, elle a permis de gagner beaucoup en performance, mais d'un point de vue valeur, c'est pas l'année qui compte le plus. Évidemment, la performance de l'année 2025 va être bien plus déterminante pour l'état du capital de mon PEA que la performance de l'année 2021 où il y avait seulement quelques dizaines de milliers d'euros dessus. Donc ça, c'est tout à fait logique. Ce qui est intéressant de voir dans cette performance, c'est que ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle déjà qu'on est des très mauvais investisseurs et que globalement, on devrait tous acheter juste un indice de référence et s'y tenir. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est tout de même intéressante, c'est que même en étant un mauvais investisseur, on peut gagner de l'argent. Et c'est mon cas. Aujourd'hui, j'ai une performance d'un portefeuille qui est globalement médiocre, qui est, on pourrait dire, tout juste bonne. Néanmoins, ça me permet de dégager des plus-values latentes qui sont importantes. Et pourquoi? C'est parce que la performance de votre portefeuille, elle dépend de 3 facteurs. Et en fait, les choix des investissements, c'est uniquement un de ces facteurs. Évidemment, si vous investissez dans des produits pourris qui vous perdent de l'argent ou qui sont bourrés de frais, vous ne ferez pas d'argent. Mais choisir les bons investissements, ça ne suffit pas parce que les 2 autres facteurs sont même encore plus importants. Le premier facteur, bien évidemment, c'est combien d'argent vous allez être en mesure d'épargner. Et cette question-là, elle n'est pas du tout liée aux investissements, elle n'est pas du tout liée à la finance. Elle est liée à votre mode de vie, elle est liée à vos revenus, à la manière dont vous générez des revenus et dont vous gérez vos dépenses. Donc ça, bien évidemment, c'est le facteur numéro 1. Et le facteur numéro 2, c'est le temps. Là, encore une fois, si vous faites l'investissement parfait, mais que vous investissez pendant 2 ans, vous ne pourrez pas rivaliser avec quelqu'un qui a fait un investissement médiocre, mais qui a investi pendant 20 ans. Donc ça, effectivement, ça reste des facteurs qui sont primordiaux et des facteurs qui sont contrôlables de manière bien plus efficace. C'est beaucoup plus simple de gérer votre budget, de gérer vos revenus, vos dépenses, de gérer votre horizon d'investissement, plutôt que de gérer la performance de vos actifs. Donc, c'est important aussi de prendre du recul par rapport à la performance de votre portefeuille en se disant, même s'il n'est pas optimal, il va me rapporter de l'argent dès lors que je suis en mesure d'investir suffisamment d'argent et pendant une période suffisamment longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.